Bonjour, nous sommes prêts pour commencer le webinaire. Mon nom est Franco Furlan. Je pense que nous allons attendre encore 2 ou 3 minutes pour voir s'il y a des autres personnes qui souhaitent nous rejoindre à partir d'autres réunions ou activités. Donc, merci de patienter en ligne seulement 2 ou 3 minutes. Et puis, on sera très heureux de commencer la présentation de notre contenu aujourd'hui. Alors, on va commencer en douceur, on va dire. Bonjour encore, bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui. Dans ce webinaire, nous allons couvrir la conduite d'un examen interne de licence SAP et comment vous pouvez prendre le contrôle de vos licences SAP à ce moment encore en 2021. Nous partagerons nos connaissances sur la conduite d'examen de licence SAP afin de vous donner les bases, les principes fondamentaux et les éléments de référence dont vous avez besoin pour en effectuer un vous-même et espérons-le pour prendre le contrôle des licences SAP. Si vous voulez poser des questions, vous devrez avoir accès à un panneau de contrôle sur le côté droit de votre écran. Nous essaierons de les suivre tout au long de la session, mais si votre question ne trouve pas de réponse pendant le webinaire, nous prendrons le temps d'organiser une session de questions-réponses à la fin, afin de terminer les choses, j'espère, dans l'heure. Et donc, une petite introduction sur moi-même et Vocus Labs. Mon nom est Franco Furlan, développement commercial et conseil pour Vocus Labs. Nous sommes spécialisés dans la gestion des licences SAP et de la sécurité des environnements SAP. Et chose, je pense, importante, nous ne sommes focalisés que sur SAP. Nous avons deux outils principaux, SAMQ et SETQ, qui sont nos outils de gestion des actifs logiciels SAP et de gestion des autorisations de sécurité respectivement. Nous avons lancé l'entreprise en 1980 et nous avons des bureaux dans le monde entier. Plus de 400 clients et 300 employés. Et nous prenons évidemment part à des centaines de projets SAP par an. Nous avons évidemment un bon niveau d'expertise sur le sujet, recommandé par Gartner en tant qu'expert de l'accès indirect. Nous avons optimisé plus de 20 000 systèmes SAP et nous sommes des experts en la matière pour DSAG, ASUG, ASUG Mexico and the ITAM Review. Et juste un petit mot de remerciement à tous ceux qui ont participé à l'un de nos événements précédents, comme nous avons récemment organisé un webinaire sur l'accès numérique. Merci à tous ceux qui ont suivi nos événements et participé à nos webinaires, ainsi qu'à la session d'aujourd'hui. Alors, comme prêt à partir avec les contenus de la présentation, comme nous l'avons mentionné, les sujets d'aujourd'hui et la conduite d'un examen interne des licences SAP. Nous allons vous présenter les principales étapes, les processus et les éléments dont vous devez tenir compte lors de l'examen de votre position en matière de licence SAP. La première chose à faire est de discuter les raisons de mener un examen interne des licences. Dans le climat économique actuel, en ce qui concerne des choses comme la transformation numérique et la migration vers de nouvelles plateformes technologiques, nous pensons qu'il y a 4 facteurs clés pour effectuer un examen interne des licences cette année. Tout d'abord, les économies de coûts. Si vous dépensez trop en informatique et si vous avez besoin de consolider les budgets informatiques ou si vous avez trop de licences SAP et payez trop cher, il s'agit d'une bonne raison de mener une révision interne des licences pour voir si vous pouvez identifier des opportunités d'économie de coûts.
Évidemment, lorsque le climat économique est tel qu'il est, les fournisseurs cherchent à consolider leurs propres revenus en identifiant l'utilisation sans licence de leur logiciel ou le revenu non gagné jusqu'à présent, comme ils les appellent. Et la plupart d'entre eux, y compris SAP, ont des pratiques d'audit très strictes et bien établies, et vous verrez une activité d'audit supérieure à la normale dans des conditions comme celles que nous avons connues récemment. Ce qui pointe au deuxième élément ici, inscrit le risque associé à l'audit. Et troisième, pour faire suite au dernier webinaire que nous avons organisé sur l'accès numérique, les programmes d'incitation DAAP, Digital Access Adoption Program, qui se poursuit jusqu'à la fin de cette année 2021, vous disposez donc d'incitations commerciales et de différents modèles de licences dont vous pouvez tirer parti en ce qui concerne l'accès numérique et les licences basées sur les documents pour une utilisation indirecte du logiciel SAP. Donc, encore une fois, si vous voulez lancer un projet, faire une analyse, comprendre votre position de risque, examiner les mesures d'atténuation et peser les modèles respectifs à votre disposition. Alors, si vous voulez le faire avant la date limite du DAP en 2021, c'est une autre forte motivation pour effectuer une révision interne des licences. Et la dernière raison étant la migration S4HANA. Selon les dernières statistiques de SAP, seul un peu plus de 15% de la base mondiale de clients SAP ERP sont actuellement sous licence pour S4HANA. Le reste doit encore arriver. Et comme l'échéance approche d'un mois de 7 ans, de nombreux clients veulent prendre de l'avance et envisager leur migration cette année ou l'année qui vient, bien sûr. Nous allons donc vous parler de la façon dont vous pouvez utiliser les résultats d'un examen de licence pour informer les négociations de vos accords S4HANA. Et rapidement, maintenant, je vous encourage à prendre part à 2 sondages. Le premier serait à quelle fréquence votre entreprise réalise-t-elle un audit interne détaillé de ce licence SAP. Donc, il serait très intéressant de connaître de votre part quelle est la fréquence actuellement en utilisation chez votre entreprise. Donc, je vous encourage à vous exprimer ici si vous souhaitez le faire, bien sûr. Donc, pour le moment, nous voyons des réponses qui pointent à quelque chose de plutôt rare. Nous nous appuyons sur les processus d'audit annuel. C'est en tout cas bien. Nous allons encore donner un peu de temps aux autres intervenants, mais je vous encourage vraiment à voter. Tous les sondages, évidemment, sont privés du point de vue de la réalisation de votre indication ici en ligne. Encore une vingtaine de secondes avant de compléter le premier sondage. Et merci d'y participer. Ou si vous ne souhaitez pas, on ne peut rester comme ça et donc passer éventuellement au deuxième. Le deuxième sondage pointe plutôt à une autre question. Une autre question, si votre entreprise décida de procéder à un audit interne de ses licences SAP, quel serait selon vous le facteur principal? Donc, autre élément à prendre en considération. Donc, l'identification des possibilités d'économie, comme on discutait tout à l'heure, la réduction des risques de licence pour conformité, ou bien la gestion de l'accès indirect et l'éventuel passage à l'accès numérique ou la préparation des négociations de licences S4HANA. Encore, je vous encourage à participer dans la mesure du possible.
On restera encore pour quelques secondes. Évidemment, pour le moment, on voit la réduction de risque de licence comme le facteur principal dans votre votation. Alors, merci, on peut laisser comme ça. Donc, les indications sont assez claires de votre part. Sébastien, est-ce que nous pouvons examiner les résultats ensemble avec notre spectateur? Franco, I don't speak French, so. Can we see the final results here with our audience? Yeah, you just need to press on share. Did you press on share? I did press on share. Donc, oui, la réduction de risque, sharing poll results for this, pour ce deuxième sondage. Donc, la réduction des risques, évidemment, est le facteur qui est absolument prépondérant selon notre audience aujourd'hui. Et merci encore une fois d'avoir participé à ça. Et avec cette indication, je pense qu'on peut continuer sur la présentation à ce point. Et donc, nous nous préparons à voir la diapositive qui suivent. Donc, comment faire pour réaliser un audit interne? Tout d'abord, vous établissez vos droits de licence et c'est important parce que les achats SAP sont compliqués. De nombreux clients utilisent SAP depuis longtemps et peuvent avoir accumulé un historique d'achat complexe, y compris l'achat de différents produits. Vous pouvez avoir connu des changements de nom de produits, des changements de métriques, des changements de numéros d'articles, des lancements, évidemment, de nouveaux produits, des échanges de retour, des résiliations de crédit, et toutes sortes de choses qui peuvent affecter ce que vous avez réellement sous licence aujourd'hui. Donc, l'évaluation comparative et la maîtrise de cela est évidemment très importante. Et puis, il est important de pouvoir établir l'utilisation réelle. Nous allons expliquer la différence entre la simple extraction des données d'utilisation de base et ce que vous pouvez faire pour effectuer une révision interne efficace. Donc, numéro un, établir les droits de licence. Deuxièmement, examiner l'utilisation réelle du logiciel SAP. Et enfin, troisièmement, consolider les résultats, tirer des conclusions et ensuite informer votre stratégie commerciale vis-à-vis SAP même. Donc, la première chose que nous allons aborder rapidement, c'est votre contrat. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de gens, surtout pour les contrats SAP, parce qu'elles sont normalement plutôt complexes et parce que SAP a une longue histoire de pile de fichiers PDF qui continuent à s'empiler sur votre machine, sur vos bases de données ou partout où vous les stockez. Donc, tout d'abord, examinons ce point brièvement, parce que je suppose que la plupart des gens ont au moins une compréhension de base de licence SAP. Comment les licences sont-elles accordées? Pour la plupart des systèmes, il s'agit du package et des utilisateurs. Vous avez presque toujours besoin des deux. Il y a toutefois quelques exceptions dont l'accès numérique et certains modèles en cloud. Gardez toujours à l'esprit que lorsque vous passez en revue vos contrats SAP, il est recommandé de conserver les deux licences, voire de les séparer afin d'avoir une vue d'ensemble claire de ce qui est quoi. Et assurez-vous que chaque système dispose de deux types de licences pour les couvrir, sauf si vous savez à 100% que ce n'est pas le cas. Donc, package et utilisateur, bien sûr. Passons donc à la diapositive suivante. Très brièvement, la seule grande exception, l'accès numérique.
La grande exception, en effet, est Legacy. Il a toujours été dit que tous les utilisateurs avaient besoin d'une licence pour tous les accès, avec tout le contre-coup des procès légaux qui ont pris place dans cette année. Tout ce qui est arrivé, les gens ont noté que SAP a introduit les modèles de l'accès numérique ou Digital Access, dans lequel ils disent, vous n'avez pas toujours besoin d'une licence d'utilisateur si vous couvrez l'un de ces scénarios spécifiques. Vous couvrez habituellement des utilisateurs externes et ainsi de suite qui indirectement par une autre application accèdent à votre environnement SAP. Vous pouvez l'analyser par document, ce qui est similaire à vos licences packagées. Passons donc à la diapositive suivante. On ne va pas trop s'attarder sur les détails de ces dispositifs, mais il est très important de savoir, pour le moins à un haut niveau, qu'il s'agit d'une part d'un document public SAP, vous pouvez trouver les liens ici, un document public dans lequel SAP présente les 9 types de documents digitaux facturables. Et ça, c'est le point. Si on facture ce type de documents, on peut abandonner pour l'accès indirect l'approche legacy qui a fait toujours partie de la stratégie SAP jusqu'à l'introduction de l'accès numérique. Alors, les contrats SAP, il ne s'agit pas nécessairement de creuser dans tous les types individuels de licences. Il y en a des centaines. Si vous essayez de comprendre ce qui se passe dans votre contrat, gardez à l'esprit que vous allez toujours trouver 2 contrats différents. L'un est, vous allez voir votre perpétuel, on-site, on-premise. Vous ne pouvez pas avoir qu'un seul de ces contrats, bien sûr. Et à l'autre extrémité, vous avez vos licences de service en cloud qui sont basées plutôt sur un abonnement. Les documents sur site sont traditionnellement très volumineux, 20, 30, 40, voire 100 documents PDF différents et sont transformés en une longue liste de petits changements. Le cloud est le nouveau contrat que vous acceptez qui comporte simplement un abonnement expirant dans un an ou quelques années ou qui peut être formulé autrement. Donc, dans cette diapositive, nous allons nous concentrer sur vos contrats ERP, donc vos systèmes ERP, mais au-delà de cela, vous pourriez également avoir des accords hérités. Par exemple, SAP Business Objects, qui n'a jamais été correctement intégré, une façon complètement séparée d'auditer ou d'examiner cela. Et puis, vous pouvez avoir votre Ibris ou d'autres outils qui sont, par exemple, des outils en cloud qui seraient également encore un peu séparés. Mais en fin de compte, en gros, les processus d'examen seront toujours similaires, mais il y aura des particularités ici et là. Donc, spécifiquement sur l'accord on-premise, dans la prochaine diapositive, ce que vous allez trouver est déjà mentionné. Il s'agit d'un très grand accord. C'est presque toujours le cas. Chaque document sera lié, même si c'est 100 documents séparés, ils seront tous liés, donc vous devrez tout rassembler. Et nous ne pouvons pas assez le préciser pour SAP. Lorsque vous examinez un contrat SAP ou une licence SAP, vous devez connaître votre contrat à l'intérieur et à l'extérieur. Par rapport à d'autres fournisseurs, SAP est presque à 100% accès sur les contrats. Ainsi, vous ne pouvez pas vous fier à ce qui se trouve en ligne. Si ce n'est pas dans votre contrat, ce n'est pas valable pour vous. Cela peut être utile en tant qu'indicateur. Par exemple, si vous regardez les premiers documents que vous avez déjà signés, votre accord de base, les conditions générales, il y a des définitions générales dedans. Par exemple, ce qu'un utilisateur nommé pour vous sera dans ces contrats, dans ces conditions générales, et ça sera un document que vous avez signé au tout début, ce qui pourrait être il y a 20 ans ou même plus. La définition d'il y a 20 ans sera donc toujours valable. Il est donc très utile de s'en inspirer pour déterminer si votre organisation est soumise à des restrictions spécifiques ou à d'autres éléments. Vous pouvez également vous référer aux termes en ligne, juste au cas où. Parce que, juste pour voir
ou si vous ne pouvez pas le trouver, au moins, et vous devez entendre ce qui se passe. En plus de l'accord de base, vous aurez beaucoup de bons de commande, des pièces additionnelles, d'annexes. J'ai vu différents noms à travers de différents pays, différentes régions dans différentes années, et ils seront normalement numérotés afin que vous puissiez déterminer s'il vous manque un numéro d'accord ou quoi que ce soit. Je recommanderais certainement de demander à SAP à ce sujet. Ils fourniront normalement ce que vous sert comme service. Assurez-vous d'avoir chacun de ces bons de commande, même si vous pensez qu'il n'y a plus rien dedans et qu'il a été résilié. Il peut encore y avoir une formulation, peut-être une définition qui n'est pas dans un document ultérieur. Il est donc toujours bon de tout vérifier. La première étape de toute révision en termes de licence consiste donc à penser au contrat complet et à le garder à portée de main. D'autre part, vous avez évidemment l'accord sur le cloud. Le même principe s'applique à l'accord sur le cloud. Principe similaire, c'est basé sur un abonnement, cependant, mais nous allons quand même recommander de tout reprendre. Encore une fois, il peut y avoir quelques formulations, vous trouverez des formulaires de commande, les conditions générales, vous pourriez avoir un accord de traitement des données et des accords de niveau de service. Mais au final, la configuration de base est la même. Vous allez avoir vos accords standards, vos conditions générales, le traitement de niveau de service, et puis par-dessus, vous allez avoir des bons de commande à chaque fois que vous avez acheté un nouveau logiciel cloud. Il doit y avoir deux modèles, soit un modèle basé sur l'abonnement, soit un modèle basé sur la consommation qui est limité à certains produits et qui n'est pas applicable dans toutes les régions. Dans cette diapositive, que faire lorsque vous avez tous les documents? La principale chose que nous recommandons est de toujours essayer de tout mettre sur papier. Personne ne peut se souvenir ce qui se trouve dans les contrats numéro 25 sur 114, par exemple. Vous allez l'oublier. Il n'y a qu'un intérêt à le faire. Rassemblez donc tout ce qui est disponible, organisez-le dans l'ordre chronologique ou en vous basant sur les numéros disponibles, afin d'avoir un moyen de vous y référer. Demandez tout document manquant à SAP, il le fournira normalement. Cela ne soulève pas vraiment de soupçons, c'est une demande normale. Trouvez toutes les clauses importantes et puis à la fin, prenez une grande feuille de calcul et faites une vue d'ensemble complète de l'évolution. Comment vos licences ont-elles changé quand vous avez acheté des licences, quand quelque chose a vraiment changé. Et donc, les résultats peuvent être consultés ici. Ce que vous allez voir dans cette nouvelle diapositive doit être une vue d'ensemble comme celle-ci. Ce que nous ferons toujours également lorsque nous répondrons en audit. C'est que SAP fait également lorsqu'il effectue des audits et qu'il ne dispose pas de ces informations de ce système. Il établit cette vue d'ensemble complète qui présente chronologiquement tout ce que nous avons acheté en tant qu'entreprise individuelle, ce que nous avons supprimé ou résilié dans chaque accord. Donc, première étape, obtenez cet inventaire des contrats, cet aperçu de base de tout ce que vous possédez en termes de licence. Passons donc au rapport d'utilisation. C'est un aspect très, très important. Comment identifier l'utilisation réelle? Lorsque nous parlons d'identifier l'utilisation réelle, nous devons tenir compte des outils et des processus dont nous disposons. Alors, SAP a son propre programme de mesure appelé LAW, ce qui vaut par License Administration Workbench. Si vous utilisez cet outil de mesure propriétaire SAP, le programme de mesure, vous devez être conscient de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire, en ce qui concerne la façon dont vous pouvez ensuite analyser les données et gérer les configurations de vos systèmes sur la base de données. Par exemple, si vous utilisez LAW, vous ne pouvez pas effectuer le redimensionnement des comptes utilisateurs actifs,
car LAW ne rend compte que du nombre de comptes utilisateurs actifs que vous avez configurés. En revanche, si vous utilisez un outil de gestion des actifs logiciels, tel que notre SAMQ par exemple, mais il y a bien sûr des autres aussi sur les marchés, ce logiciel identifiera via différents paramètres d'utilisation si un compte utilisateur est en cours d'utilisation ou non. Et vous pourrez examiner chaque compte utilisateur individuel et analyser s'il doit être verrouillé et expiré. SAMQ identifiera si vous avez verrouillé un compte mais n'avez pas défini correctement les paramètres d'expiration, ce qui est évidemment important. Si vous ne définissez pas, par exemple, une date d'expiration qui se situe dans le passé, alors ce compte, qu'il soit verrouillé ou non, restera actif et sera comptabilisé par le programme de mesure de SAP. Par contre, SAMQ ou autre logiciel de software asset management qui sont présents sur le marché, bien sûr, peut optimiser votre classification des utilisateurs nommés. Sachez que la LAW de SAP ne fait que rendre compte de la manière dont vous avez classé les utilisateurs dans le système. Vous pouvez remédier aux problèmes de configuration des utilisateurs. Par exemple, si vous avez des classifications vacantes, le LAW signale ces utilisateurs comme des utilisateurs professionnels, qui sont un type d'utilisateur très coûteux. Alors que si vous utilisez un outil de software asset management tel que SAMQ, par exemple, il remplace automatiquement cette classification vacante par la licence correcte pour s'assurer que l'utilisateur consomme la bonne licence. En outre, les rapports LAW ont tendance à faire entre 40 et 60 pages en termes de fichiers PDF. Il est assez difficile de les naviguer et d'approfondir. Si vous n'êtes pas habitué à lire ces rapports et à interpréter les données, je ne sais pas combien de vous ont l'expérience, je ne parle pas de la mesure, quelque chose qui vous êtes renvoyé par SAP à la suite d'un audit, mais plutôt du fichier LAW que vous produisez et envoyez à SAP. Ainsi, vous obtenez une meilleure visualisation de la consommation des produits lorsque vous utilisez un outil de gestion des actifs logiciels sur le marché. Nous le faisons en essayant d'interpréter les rapports propriétaires dans SAP. LAW ne vous rapporte pas l'activité d'accès en direct, alors qu'un outil de gestion des actifs logiciels le fera. Vous pouvez utiliser un outil tel que SAMQ pour quantifier la consommation des documents numériques. Vous pouvez également modéliser les types d'utilisateurs S4HANA dans un outil de ce type, si c'est le moteur de votre activité. Et vous pouvez automatiser les processus de gestion de licences à l'aide de l'outil. Ainsi, par exemple, si vous apportez des modifications et des mises à jour au système, vous pouvez simuler un rapport LAW dans le logiciel plutôt que devoir accéder au système et exécuter de nouveaux rapports de mesure LAW. Vous pouvez donc simuler des mesures LAW et chaque fois que vous apportez des modifications ou des mises à jour, vous pouvez actualiser les données, examiner l'impact de ces modifications sur votre situation en matière de licence. LAW peut être un peu lourd. Les données sont essentiellement là. Si vous pouvez manuellement, plutôt que d'utiliser un outil sur le marché, si vous pouvez revoir manuellement la classification des utilisateurs, alors bien sûr, lorsque vous faites ces changements, LAW reflétera votre position de licence optimale une fois que vous l'aurez exécuté. Vous pouvez donc l'utiliser, mais en faisant attention, je vous le recommande, à ce qu'il fait et à ce qu'il ne fait pas, afin de l'utiliser de manière informée plutôt que de vous fier simplement aux données que vous obtenez à leur valeur nominale. Donc, les licences d'utilisation. Comme je dis, les rapports LAW reflètent seulement
la façon dont vous avez classé les utilisateurs. Il ne vous dit pas si vous avez classé les utilisateurs correctement. Il ne vous dit pas comment vous devriez avoir les licences des utilisateurs. Donc, que vous utilisiez un outil de gestion des actifs logiciels ou que vous fassiez un examen manuel de tous les utilisateurs dans tous les systèmes SAP productifs, vous devriez le faire lors de votre audit en termes de licence. Parce que vous devez classer les utilisateurs tout d'abord du point de vue de la conformité. Ils doivent être conformes, donc ils doivent être classés avec la bonne licence d'utilisateur, conformément à la façon dont ils utilisent le logiciel. Ensuite, il faut leur attribuer le type de licence conforme le moins cher, bien sûr, afin de ne pas accorder trop de licences aux utilisateurs et de protéger votre base de coûts. Assurez-vous d'y veiller. En ce qui concerne les licences de moteurs ou de packages applicatifs, comme on les avait je les avais nommés plus avant, certains produits ne peuvent pas être mesurés par LAW. Et vous constaterez donc, lorsque vous obtiendrez les rapports LAW, que certaines données relatives à l'utilisation du moteur n'existent tout simplement pas, car un tel produit n'est pas mesurable. Certains sont seulement mesurés comme actifs, mais sans niveau d'utilisation mesuré. Cela vous dira que les produits sont utilisés, mais vous devrez alors vous adresser à un technicien, probablement un consultant SAP Basis ou un analyste de sécurité ou encore un responsable fonctionnaire ou un propriétaire de système pour essayer de déduire le niveau d'utilisation de ce produit final. Certains produits sont mesurés par la mauvaise métrique de licence. LAW, lorsque vous installez des mises à jour et des packs d'amélioration, LAW étant propriétaire, des mises à jour sont également apportées, de sorte que LAW analyse constamment l'utilisation en fonction de la liste de prix d'aujourd'hui. Vous avez la valeur des produits planifiés, le nombre de produits planifiés, le site de planification, les emplacements de planification, par exemple dans le cas de SAP APO. Non? SAP APO est un outil de planification de la chaîne d'approvisionnement qui aide les entreprises à gérer leur chaîne d'approvisionnement. Certains produits sont mesurés, comme je disais, par la mauvaise métrique de licence. Et LAW, lorsque vous installez des mises à jour et des packs d'amélioration, analyse constamment l'utilisation en fonction de la liste des prix d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, si vous avez des clients qui ont acheté APO sur 4 métriques différentes, mais LAW mesure le nombre de sites de planification que vous avez configurés dans la solution APO, alors pour 75% des clients, ils ne mesurent même pas les bons nombres. Donc, les nombres que vous renvoyez à SAP. Et si vous les comparez à vos droits de licence, vous obtiendrez un décalage et créerez potentiellement un problème de licence en vous appuyant sur ces données. Donc, vous devez alors qualifier les mesures de LAW à la métrique réelle que vous avez autorisée. Et c'est clairement très important pour ne pas incourir dans des surcoûts. Certains produits sont mesurés par la bonne métrique, mais sont mesurés de manière incorrecte. Et là encore, APO est un excellent exemple. Si vous prenez par exemple les emplacements logistiques, vous devez mettre en œuvre une note de support SAP pour vous assurer que, par exemple, l'emplacement logistique de type 1010 n'est pas compté parce qu'il n'est pas pertinent à des fins de licence. Mais si vous n'avez pas mis en œuvre la note officielle SAP, il les comptera et déclarera un nombre bien supérieur à ce qui reflète réellement votre utilisation du logiciel conformément à cette métrique. Donc, une fois encore, certaines métriques de licence sont mesurées, mais elles renvoient simplement une valeur d'utilisation incorrecte. Les mesures du moteur sont toujours conformes à la liste des prix et cela se reflète dans les packs d'amélioration et les mises à jour que vous mettez en œuvre. LAW ne mesure pas l'utilisation indirecte en soi,
mais il fournit des informations sur les utilisateurs techniques qui pourraient inciter SAP à approfondir ses recherches avec votre entreprise. Essentiellement, c'est LAW 2.0 qui fait cela. LAW version 1 ne le fait pas, l'ancienne version, mais la nouvelle version le fait. La plupart des clients, cependant, reçoivent des instructions pour mettre à jour la version 2.0 et 70-80% des clients utilisent probablement la version 2 à ce stade. Et cela peut donner à SAP quelques informations sur les utilisateurs techniques. Cela ne dira pas à SAP s'il y a une utilisation indirecte en amont ou l'étendue de toute utilisation sans licence. Mais cela peut, comme je disais, certainement inciter SAP à enquêter davantage. Et assez rapidement, la mesure de l'accès numérique fera également partie du programme LAW, de sorte que LAW rendra compte de la consommation des documents numériques, ce qui est en fait beaucoup plus transparent et très révélateur de l'utilisation indirecte. Cela devrait être publié au plus tard vers la fin de cette année. De sorte que les clients doivent être conscients avec la publication par SAP du nouveau modèle de licence d'accès numérique, il y aura une poussée, il y aura un effort pour que les clients se conforment et obtiennent la bonne licence dans ces domaines particuliers également. Quelques points supplémentaires concernant les licences d'utilisateurs. Si vous utilisez un outil, ceci identifiera le type de licence conforme les moins chers pour tous les utilisateurs. Il est normalement facile et rapide de le mettre à jour. Si vous optimisez les utilisateurs, cela reflétera l'utilisation réelle et non les rapports pré-optimisés que vous obtenez de LAW, par exemple. Donc, si vous vous appuyez sur LAW, vous devez effectuer une optimisation manuelle ou à l'aide d'un outil au préalable pour vous assurer que vous optimisez les données de LAW. Donc, encore une fois, ne vous fiez pas simplement aux données LAW pour leur valeur nominale. Licence des moteurs. Certaines mesures des moteurs sont configurées en fonction de votre contraint. Par exemple, si vous utilisez un outil sur le marché, comme Sanku, vous pouvez sélectionner les métriques correctes pour vos produits et les configurer afin de prendre en charge la gestion des actifs logiciels, ce qui vous permet d'obtenir des valeurs plus précises. Si vous utilisez LAW ou tout autre processus manuel, sachez ce qu'il peut et ne peut pas faire, car cela vous aidera à vous préparer et à déterminer le travail que vous devez faire avant même de toucher LAW et d'essayer de déduire les niveaux d'utilisation. Voici donc un exemple de la façon dont la révision de la classification des utilisateurs peut avoir un impact sur votre position en matière de licence. Nous avons ici la consommation de licences d'utilisateurs d'un client selon le LAW et c'est ainsi qu'il a classé les utilisateurs dans le système. Ce client consomme donc près de 5,5 millions d'euros en licence. D'accord. Donc, à ce point, on peut voir que suite à l'optimisation, nous avons effectivement réduit la consommation des types de licences les plus coûteux et nous avons également réduit le nombre total de licences d'utilisateurs actives consommées. Et donc, nous avons réussi à réduire la consommation de licences d'utilisateurs à plus ou moins 3,5 millions d'euros. Cela peut donc être important si, par exemple, votre inventaire n'était que de 4 millions d'euros. En fait, l'optimisation vous a ramené dans les limites de votre niveau de licence et vous avez atténué de près d'1,5 million le risque de licence auquel vous auriez pu être exposé si vous l'aviez déclaré ou si vous l'aviez découvert à la suite d'un audit de licence. Et revenons
à ce dont nous parlions en termes de contrat, que vous le fassiez avec un outil ou manuellement, lorsque vous faites une révision des contrats, vous devez évidemment créer un inventaire de tous les types de licences d'utilisateurs que vous avez autorisés. Vous devez comprendre la définition du droit d'utilisation. La définition du droit d'utilisation vous dira ce que notre utilisateur peut et ne peut pas faire dans ce type de licence d'utilisateur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites une revue fonctionnelle dans le système et vous regardez ce qu'ils font, quelles transactions ils ont effectuées. Vous pouvez regarder si nous avons une bonne politique de rôle. Vous pouvez regarder quel rôle ils ont été assignés dans le système pour comprendre potentiellement ce qu'ils font ou ne font pas ou ce qu'ils peuvent faire. Et en comprenant cette définition, vous pouvez regarder n'importe quel utilisateur donné. Vous pouvez alors dire, bon, il faut changer la classification de cet utilisateur. Nous allons le rétrograder d'un utilisateur professionnel à un utilisateur professionnel limité, ou d'un professionnel à un employé, ou même d'un employé à un utilisateur ESS, employé self-service, par exemple. Donc, en faisant une révision de la classification des utilisateurs, ne laissez pas cela devenir statique, mais assurez-vous plutôt d'identifier des processus pour passer en revue complètement depuis le début toutes vos classifications d'utilisateurs et assurez-vous qu'ils ont un type de licence conforme et le type de licence conforme le moins cher disponible pour votre inventaire. Que se passe-t-il si vous n'avez pas obtenu les licences moins chères? Eh bien, en fait, vous avez le droit de contracter ou d'obtenir d'autres types de licences à partir de la liste des prix SAP. Donc, certains des autres types disponibles pour vous, si vous consommez beaucoup de types coûteux, seraient des choses comme utilisateur logistique, projet, travailleur, ici worker user, of course, manager self-service et employé self-service. Et ceux-ci sont, je vous assure, beaucoup moins chers que les types de licences standards les plus communs. Encore une fois, vous devez demander à SAP une copie de la liste des prix du jour. Ce n'est pas le cas, une liste de tous les types de licences utilisateurs disponibles ainsi que leur définition. Et ce que vous devez faire, c'est analyser s'il existe une meilleure adéquation entre ce type de licence et vos utilisateurs professionnels. Et si vous pouvez économiser de l'argent, réduire la consommation en contractant ce type de licence moins cher de la liste des prix. Samku, par exemple, propose tous ces types de définitions de licence déjà personnalisées dans l'outil. D'un simple clic, vous pouvez donc effectuer une simulation de liste de prix, tester la façon dont les utilisateurs utilisent les systèmes et voir s'ils correspondent à l'un de ces types d'utilisateurs sans licence. Et si vous trouvez une forte corrélation entre les utilisateurs et les types sans licence, alors bien sûr, cela vous renseignera sur les mesures commerciales à prendre pour acheter des licences moins chères. Et encore une fois, cela vous donnera un élément sur lequel vous pourriez économiser de l'argent avec SAP. Voici un rapport typique de Samku sur les licences d'utilisation des moteurs applicatifs ou de paquets. Il est en effet consolidé au niveau du produit et de l'article. Encore une fois, si vous utilisez LAW, vous aurez plus de données examinées. Vous devrez peut-être consolider des données provenant de différents systèmes. Vous devrez utiliser l'outil LAW pour rassembler toutes ces données, surtout si vous avez 10, 15, 20 systèmes SAP productifs différents. Il y a beaucoup de données d'utilisation qui doivent être consolidées. Encore une fois, un autre rapport de mesure des moteurs de Samku, cette fois, comme vous pouvez le voir, notre outil Samku met à disposition plusieurs éléments d'information, dont ceux qui sont les plus importants, qui figurent juste en dessous de ce tableau. Et puis d'autres rapports de mesure des moteurs dans cette nouvelle diapositive qui va arriver. Comme nous l'avons déjà dit, vous ne trouverez pas tout dans ces rapports. Ce n'est pas une question de savoir si cela peut tomber sur Samku ou même LAW. Certaines choses ne sont tout simplement pas mesurables. Souvent, si SAP n'a pas fourni un bon moyen de comprendre ce qui se passe avec une entité spécifique,
vous ne le verrez pas. Donc, faites attention à ce qu'il y a toujours ces éléments dans un rapport. Comme vous pouvez les voir, soit ils diront ce n'est pas mesuré, soit c'est une autodéclaration, ou cela pourrait même être acheté à la fin. Alors, que faites-vous de ces éléments? Passons pour le voir à la diapositive suivante. La première étape de tout processus, vous ne pouvez rien faire dans SAP sans vérifier, comme on l'a déjà dit, les définitions des contrats. Donc, assurez-vous que si vous ne trouvez pas des moteurs dans vos mesures, quelle que soit la méthode que vous utilisez, assurez-vous que vous êtes conscient de ce que vous devrez réellement trouver. Vous pouvez toujours ensuite voir, est-ce que l'application est utilisée parce que c'est une application très valable, ou ça peut être que vous n'utilisez pas ce logiciel en particulier. Il est souvent bon d'avoir une discussion avec votre équipe technique pour voir est-ce que quelqu'un sait où cela est utilisé. Peut-être que nous devrions le trouver. Ensuite, vous pouvez vérifier s'il y a une erreur de mesure. L'outil LAW et tout ce qui est construit au-dessus n'est pas parfait. Il y aura souvent des problèmes, des choses qui ne sont pas détectées. Alors, vérifiez si SAP a publié des notes SAP à ce sujet, car il en publie plus de 100 pour an. Cet outil de mesure n'est jamais parfait. Vérifiez 2 fois si vous ne pouvez pas résoudre le problème, puis obtenez une bonne mesure et en dernier recours, si rien d'autre ne fonctionne et tout simplement impossible de le mesurer, vérifiez-les manuellement car c'est souvent la seule façon de progresser. Il est évident qu'il y a tellement de types d'effets différents de licences de moteurs que nous ne pouvons pas tous les aborder dans ce webinaire, mais nous en avons couvert quelqu'un pour vous donner une idée de ce que vous pourriez trouver. Et bien sûr, nous sommes à disposition avec nos services de support et d'advisory pour vous aider à progresser sur ce type de sujet. Le premier cas que nous abordons ici est le revenu annuel. Vous aurez les revenus des entreprises ou de l'activité commerciale normale et toute autre partie des intérêts, dividendes, redevances, etc. C'est donc assez simple. Normalement, vous le trouvez simplement dans le rapport annuel de votre entreprise. Ça fera des recherches à ce sujet également et vérifier si cela a toujours un sens. Faites cependant attention à ces métriques que vous pouvez trouver dans votre contrat, car il peut y avoir des restrictions même si c'est assez simple. Dans ce cas, il se peut qu'un seul département, une seule filiale utilise les moteurs. Donc, dans ce cas, vous ne devez couvrir que celui-là. L'inverse est évidemment possible. Vous pensez qu'il s'agit d'un seul département ou d'une seule filiale, mais pour votre contrat, il pourrait être dangereux de voir quel type de revenu doit être compté. Et juste en général, soyez conscients, ces métriques que les gens oublient parce qu'elles ne sont pas visibles, c'est juste quelque chose dans un contrat négocié il y a des années. Donc, si vous l'avez dans votre contrat, il doit être gardé à l'esprit avec la croissance de l'entreprise ou peut-être même le déclin de votre entreprise. Vous vous êtes débarrassé d'une filiale massive, elle est 2 fois plus petite, vous pouvez être en mesure de réduire cela de la moitié si vous pouvez renégocier votre contrat. Et cela, bien sûr, a beaucoup d'importance. Ici, nous avons une autre métrique que nous prenons comme autre exemple. Dans ce cas, la métrique dite core, elle a changé par rapport à l'ancienne vue. Vous pouvez donc déjà voir qu'elle sera beaucoup plus longue que celle des revenus et qu'elle pourrait avoir plus d'implications selon votre environnement. Pour cette mesure, il faut identifier les détails du matériel, vérifier avec l'équipe technique si nécessaire, puis lire attentivement la définition pour s'assurer que vous avez le bon chiffre. La métrique core est un peu plus simple. Nous allons pas trop nous y attarder, mais spécifiquement pour les CPU, qui étaient les prédécesseurs, c'était beaucoup plus complexe car ce n'était jamais pas vraiment un CPU. Les administrateurs l'identifiaient souvent comme un CPU. C'était un calcul assez complexe basé sur le nombre de corps. Souvent, les définitions de votre contrat peuvent aussi être dépassées et ne pas être adaptées aux environnements virtualisés modernes d'aujourd'hui, par exemple. Donc, encore, faites attention à tous ces éléments. Assurez-vous de toujours vous baser sur la définition, le texte long de votre contrat, et vous ne basez pas sur ce que l'équipe technique dit. C'est l'interprétation normale de ce que sont les corps, les CPU, et ainsi de suite. Ce ne sont que quelques
exemples que nous voulions mentionner. Et bien sûr, nous sommes là avec nos services pour vous supporter dans ce type d'analyses qui sont effectivement un peu difficiles. Ici, nous penchons un peu sur l'accès indirect, seulement quelques minutes. Nous allons le couvrir en grande partie, même si peu de gens s'y intéressent de ce moment. Mais je pense quand même que c'est très important, surtout avec le programme DAP, Digital Access Adoption Program, comme je mentionnais. Comment aborder l'accès indirect? Vous avez votre moteur, vous avez vos utilisateurs, vous voulez toujours vous assurer qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être mesuré facilement, qui est derrière tout ce qui est accès indirect, qui est aussi une licence. Les conseils les plus simples que nous puissions donner à ce sujet est le suivant. Connaissez toujours votre contrat. L'étape 0 ne devrait même pas être mentionnée dans un aperçu de la licence SAP. La première étape est la suivante. Vérifiez votre interface SAP. Partout où vous avez un programme tiers ou quoi que ce soit qui entre, qui n'est pas de SAP à SAP, voyez ce qui se passe. Assurez-vous d'abord que vous avez une liste de tous ces éléments, les interfaces. La deuxième étape consiste à vérifier pour chacun d'entre eux quel est le risque que quelque chose s'y passe, et aussi, si vous n'avez pas une vision claire de tous vos systèmes externes entrants, des applications tierces, il pourrait également être intéressant de voir quelle utilisation externe, par exemple les clients, les fournisseurs, les consultants, etc., auraient accès à certains de ces systèmes, ou simplement les personnes de votre entreprise qui n'ont pas de compte SAP, comme les ouvrières d'usine. Définissez un risque pour chaque interface, puis vérifiez les exceptions ou les actions pour voir comment y résoudre. L'une de ces solutions consiste à acheter des licences pour les documents numériques, mais nous recommandons toujours que ce soit la dernière solution possible. La première étape consiste à trouver un autre moyen moins coûteux, mais c'est une option valable s'il n'y a pas d'autre solution réelle. Ce que nous allons considérer comme un risque d'accès indirect pour une interface, eh bien, il ne sera jamais garanti. En général, si nous voyons au moins 2 ou 3 de ces éléments, nous disons qu'il y a un risque élevé. Si vous ne voyez qu'un seul, ça peut être bon ou c'est généralement bon. Donc, tout d'abord, écriture sur SAP par toute application tierce. Risque plus important. Nombre très élevé d'utilisateurs. Risque important car nous avons affaire à un grand nombre d'utilisateurs potentiels à accès indirect qui ont besoin d'une licence. Le troisième est celui des utilisateurs externes parce que généralement, tous vos employés internes ont une licence pour l'un ou l'autre système, tandis que les personnes externes, comme les fournisseurs, les clients, etc., n'ont pas de licence. Donc, il y a un plus grand risque dans ce cas. Le quatrième est l'accès en temps réel pour les job batch. S'il y a un va-et-vient direct entre SAP et votre système, il y a plus de chances qu'il soit considéré comme un accès indirect. Enfin, le dernier point concerne l'interaction étendue avec SAP par rapport à l'interaction limitée. Il s'agit d'une interaction minime, cela ne pose généralement pas de problème. Par exemple, un utilisateur qui n'écrirait qu'une fois par an, vous n'avez probablement rien à craindre de cette activité continue sur l'année, mais vous devrez peut-être faire plus attention. Il s'agit donc d'un bref aperçu de l'accès indirect, puis une fois que vous avez déterminé les risques les plus élevés dans vos cas spécifiques, trouvez une solution pour voir ce que vous allez faire. Et nous, encore une fois, nous sommes là pour vous aider. Voulez-vous prendre des mesures, oui ou non? Voulez-vous acheter des licences classiques ou des documents digitaux? Idéalement, non. Parfois, il n'y a pas d'autres options disponibles. Continuons donc, car SMQ peut évidemment aussi vous aider dans cet examen de l'accès indirect. Si vous avez du mal à cartographier correctement vos interfaces, ils peuvent vous aider à les identifier, mais ils seront limités
à ce que le système SAP peut voir, bien sûr. Alors, avec la diapositive suivante ici, nous avons un exemple de données d'accès indirect. Si vous voulez utiliser un outil, c'est que nous appelons une analyse de base. Nous commençons par analyser les connexions techniques et vous pouvez voir que le rapport vous donnera les volumes transactionnels. Il fera la distinction entre les types de transactions. Et donc, vous pouvez identifier les interfaces et les connexions qui sont à risque. Vous pouvez ensuite les mettre en correspondance en amont de l'interface avec l'application tierce correspondante. Et c'est un moyen très rapide d'identifier les risques. Sinon, si vous n'avez pas d'outils, vous devez procéder à un examen de l'architecture à l'échelle de l'entreprise. Vous devez donc commencer par le haut, examiner l'architecture de votre entreprise et tous les systèmes tiers connectés à SAP. Dans ce cas, vous devez examiner quelles fonctionnalités l'interface déclenche dans les logiciels SAP et comment les utilisateurs utilisent l'application. Et si l'utilisation de cette application tierce constitue une utilisation indirecte de SAP par le biais de l'interface. C'est le type de rapport que vous obtenez de Samku, qui vous indique où chercher et où se trouve votre risque. À gauche, vous avez une analyse de documents numériques. Donc, indépendamment du passeport de SAP, vous pouvez déterminer le nombre de documents numériques payants que vous consommez. Et plus précisément, si vous trouvez un risque d'accès indirect, l'accès numérique peut, dans de nombreux cas, être en moyenne moins coûteux de remédier au risque existant. Si vous n'êtes pas à risque, vous choisirez simplement la licence de documents numériques si vous pensez qu'elle pourrait être moins chère à l'avenir, étant donné ce que vous prévoyez de faire avec SAP. Par exemple, si vous innovez, si vous avez des projets, si vous automatisez les processus, alors cela pourrait être moins cher à l'avenir. Mais certainement, si vous êtes à risque, vous voudrez évaluer si la licence d'utilisateurs et des paquets, qui est le modèle de licence d'accès indirect classique, est moins cher pour atténuer les risques, ou si vous seriez plus rentable en le faisant via des documents numériques, ce qui est la nouvelle postulation SAP connue comme accès numérique. Donc, consolider et tirer des conclusions. Le but est de produire une position de licence efficace pour les entreprises. Pour l'entreprise, le type d'attribut de licence que vous voulez essayer de capturer serait un peu le suivant. Numéro de matériel, description de la licence, métrique, type de produit, unité par bloc, nombre de blocs sous licence, le niveau total de licence, les droits de licence net payés pour chaque produit, le prix de liste, la remise que vous avez obtenue et s'il s'agit d'une valeur SAV ou non SAV. SAV est la valeur de l'application SAP. Et quels sont les frais de maintenance associés à ces produits, bien sûr. Également documenté au niveau de la commande. Si vous pouvez voir sur le côté droit, vous pouvez voir l'historique des commandes. En fait, pour chacun de ces commandes, nous ne devrions pas seulement documenter la quantité sur chaque formulaire de commande, mais pour chaque formulaire de commande, nous devrions être en mesure d'effectuer un forage et de documenter séparément des informations telles que les blocs sous licence, les niveaux de licence, les frais de licence nette, les prix les plus bas et la remise. Donc, c'est une activité relativement compliquée qu'il faut bien mener à fin pour être sûr de ne se trouver dans une position de risque ou pour n'être pas exposé à payer plus que vous devez vers SAP, bien sûr. Et lorsque vous avez une ELP, comme on l'appelle, une position effective de licence, nous allons juste l'examiner. Vous pourriez voir en fait l'ELP sur la droite et segmenter, si on revient à la slide, à la diapositive précédente, en 4 blocs primaires de différents types de licences.
ce que nous avons fait est que nous avons segmenté les produits en deux catégories, ceux qui sont utilisés et ceux qui ne le sont pas. Et nous voulons segmenter davantage les produits en cours d'utilisation, c'est-à-dire les produits qui sont utilisés, sont-ils conformes, donc avec une licence correcte, une licence insuffisante ou une licence excessive, et dans quelle mesure? Donc, quel est l'écart que nous avons? Nous allons calculer l'écart au niveau du produit, puis l'écart net sur l'ensemble du domaine. Si vous avez un tiers de licence en moins, un tiers de licence en plus, et un tiers de licence en moins, quel est l'écart net qui compte? Toutes ces considérations sont extrêmement importantes et encore une fois, on est bien préparé à vous suivre dans ce type d'évaluation pour être prêt à soutenir un audit externe vers SAP les moments venus. À ce point, nous espérons de vous avoir donné un peu une idée de ce qui va se passer quand vous vous engagez dans une révision interne de licence SAP, ce que vous pouvez faire avec l'outil base de SAP, la LAW, que nous avons longtemps commenté, ou ce que vous pouvez faire en additionnel avec des tools de marché comme Sanku et beaucoup d'autres qui sont présents sur les marchés. Et donc, ça sont les questions principales à tenir en compte pour mener à bien cette révision interne et donc éventuellement pour se préparer à un audit SAP. Donc, en final, nous vous proposons un troisième sondage, ce qui pointe à la valeur d'une optimisation de licences pour vous et votre entreprise en fonction de votre parcours SAP. Serait-il précieux dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois, besoin d'aide tout de suite ou vous ne savez pas encore et la quantité d'informations exposées aujourd'hui est trop lourde et il faudra s'engager dans un processus d'évaluation plus serré dans le futur. Donc, je vous remercie pour le vote qui arrive. Et évidemment, comme je m'attendais un peu, si les gens n'ont pas encore posé leur attention sur ce type de discours, c'est un peu difficile de prendre une position immédiate. Mais évidemment, comme pour le moment, on n'a pas de questions, je pense qu'il arrive. Je vous recommande de prendre vos temps et de réévaluer les contenus de ce webinaire et de parler avec nous pour voir ce qu'on pourrait faire pour la préparation de cette révision interne et éventuellement la préparation vers un audit de SAP. Donc, on peut terminer ces sondages qui pointent de manière nette, je dirais, je ne sais pas encore, mais nous les comprenons tout à fait. Et donc, nous sommes prêts à aborder les questions que vous pouvez voir à ce moment. C'est la fin de la présentation, donc c'est votre tour à ce point de voir un impact sur ces webinaires et nous dire quelles sont vos préoccupations principales. Quelqu'un a posé comme première question, comment tenir compte des parties externes qui accèdent à leur système, par exemple via un portail des fournisseurs de logiciels? Alors, la réponse, c'est l'une des nouvelles choses découvertes par l'accès numérique. C'est pourquoi vous passez par la troisième étape indiquée dans l'avant-dernière diapositive et faites votre revue des points susceptibles, disons, d'accès numérique. Gardez à l'esprit que traditionnellement, de nombreux contrats ont bénéficié d'exceptions. Par exemple, vous pouvez avoir un type d'utilisateur limité qui est spécifiquement pour les partenaires ou des concepts comme ça. Il se peut donc que votre contrat
comporte déjà un type d'utilisateur d'exception spécifique à cet effet. Si vous ne l'avez pas, dans le cadre de la structure traditionnelle, vous devrez toujours couvrir chacun de vos fournisseurs, toutes les utilisations de vos fournisseurs par une licence. Maintenant, vous pouvez aussi le faire avec l'approche basée sur le type de licence des documents, comme on a vu pendant la présentation, si cette approche est moins chère. Donc, j'espère que cela répond à la question. Et évidemment, la détermination, si cette deuxième approche est moins chère, n'est pas évidente et il faut bien sûr apporter une réponse bien informée sur laquelle on peut vous aider. Une autre question, comment pouvons-nous extraire manuellement la liste des interfaces pour l'examen de l'accès indirect? Et peut-on spécifier un T-code, un rapport ou un tableau standard? Oui, tout est possible, car toute donnée analysée par un outil tel comme SAMQ peut aussi bien être analysée manuellement en accédant aux tables de données pertinentes. Pour les interfaces, il faut commencer par cartographier les connexions techniques. Vous pouvez avoir un certain nombre de sources d'interfaces différentes qui peuvent être des services de communication, des utilisateurs techniques, etc. Car il existe de nombreuses façons d'introduire des données dans un système SAP via une application tierce. D'accord? La première chose à faire est donc d'identifier avec vos équipes techniques tous les différents types de connexions d'interface dont vous disposez. Normalement, chaque entreprise, dès qu'elle établit une connexion technique où des données ont été transférées d'un système à un autre, l'ajoute à ce que l'on appelle communément un catalogue d'interfaces. En général, ce sont les techniciens ou les architectes de SAP Basis qui s'en chargent. Vous devrez donc parler à vos équipes techniques ou à vos techniciens pour savoir comment commencer à cartographier les connexions techniques et les interfaces vers et depuis SAP. Et de cette façon, lorsque vous faites une évaluation manuelle, vous avez un point de départ. Maintenant, quand vous regardez les connexions techniques, par exemple, si vous regardez les commandes de vente qui arrivent par une connexion technique particulière, alors vous devez regarder dans votre système CRM. Et si vous regardez la documentation des mesures des commandes et des ventes et des services sur les portails de support SAP, il vous dit en fait, et il énumère les différents types de commandes, de ventes et de services. Et il vous dit dans quelle table de données elles résident. Vous pourriez, pour le moins théoriquement, extraire, faire une extraction de table de données, extraire ces données manuellement, mais le premier endroit est de commencer par faire une liste de toutes les connexions techniques et typiquement, elles seraient déjà documentées par les architectes ou les techniciens SAP Basis. Donc, ce serait le premier endroit pour bien commencer. Voyons encore des autres questions qui arrivent. Comment pouvons-nous identifier les licences relatives aux connecteurs et aux adaptateurs? Et l'AW peut-il les identifier et pouvez-nous donner un aperçu d'un examen manuel? Bien, tout d'abord, vous devez comprendre les paquets. Un paquet est nécessaire pour la fonctionnalité. Quand j'ai fait allusion, par exemple, les commandes de vente, c'est dans le système CRM que les fonctionnalités des commandes de vente et des services est disponible. Les modules de commandes de vente et de services vous permettent d'intégrer, d'apporter des commandes créées en externe dans un certain format et de les importer dans SAP CRM. Et les moteurs permettant d'utiliser cette fonctionnalité s'appellent les moteurs d'exécution des commandes, des ventes et des services. Il faut donc avoir une certaine connaissance des modèles de licence du moteur, de la liste des prix et des métriques du produit pour pouvoir dire, par exemple, oui, il y a une utilisation indirecte des SAP et voici les paquets appropriés pour la licence de cette utilisation. Si vous parlez de licence d'utilisation, vous devez lire la liste de prix. La première chose à faire est de lire, encore une fois, votre contrat, de comprendre lequel des types de licences dans votre contrat concerne ou correspondent à un utilisateur qui utilise un système tiers. Ainsi, si vous constatez qu'un utilisateur utilise SAP indirectement, vous devez identifier ce qu'il fait. Et ensuite, quand vous classerez n'importe quel utilisateur de dialogue
Dans SAP, vous devrez identifier les bons types de licences d'utilisateurs. Encore une fois, tout arrive à le point LAW peut-il les identifier ou pas? La réponse est LAW ne peut pas. Les donne à SAP que des données indicatives suggérant une utilisation indirecte qui pourrait nécessiter une enquête plus approfondie. D'accord? Donc, ce sont les mesures de base à suivre. C'est relativement compliqué. Et alors, une fois de plus, vous pouvez vous appuyer sur les acteurs de marché, y compris, mais pas limité à Vocus Labs, bien sûr, qui peuvent vraiment soutenir les clients SAP dans ces parcours plutôt stratégiques, mais aussi relativement compliqués d'analyse des coûts courants et de préservation de tout risque d'audit, mais aussi de tout risque de surpayer les licences. Voyons s'il y a encore quelque chose qui arrive. Il y a un commentaire sur le Passport Advantage, qui est un autre outil qui SAP commence à circuler. Ça, c'est une autre question relativement compliquée et longue à traiter, mais disons que en général, la manière de procéder dans le cas où SAP invoque le Passport Advantage comme tool est qu'il faut bien négocier toute mesuration et estimation qui est posée devant vous. Il faut bien la négocier. Il faut tout d'abord comprendre la définition contractuelle de chacun des 9 types de documents numériques différents. Chacun des 9 types a peut-être 4 sous-types comme les postes de commande de vente, les postes de contrat de vente, et ainsi de suite. Et ensuite, vous devez être en mesure, lorsque vous obtenez le compte, de comprendre votre architecture d'entreprise et comprendre comment vous pouvez dériver la source de ces documents. Parce que sans ces données, comment vous pouvez constater s'il a été créé à l'extérieur ou non, ces documents? C'est difficile. Il faut se donner le temps de le faire. Vous devez d'abord obtenir les données et vous devez prendre le temps de comprendre les environnements techniques. C'est un processus laborieux si vous n'utilisez pas un produit logiciel pour automatiser cela, mais ce n'est pas impossible en tout cas. Autre question qui arrive sur l'intégration de Microsoft et SAP en ce qui concerne les licences. C'est un argument plutôt conséquent qui ne peut pas immédiatement adresser. Peut-être je vous réponds séparément, mais je pense que, en tout cas, vers la fin du mois de mai 2021, SAP a renoncé à ses préférences pour S4HANA sur Azure, bien que les dirigeants de SAP aient déclaré que les partenariats embrassent avec Microsoft des deux entreprises restaient solides. Il n'y a rien de plus que cela, je pense. Tout le monde attend encore de voir ce qu'il prévoit réellement de faire, que cela sera annoncé. Donc, personne ne connaît pas exactement leur plan. Pour l'instant, je ne m'attendrai pas à grand-chose. Soyez prudents avec toute intégration jusqu'à ce été entièrement clarifié. Et encore, avec nos services et notre disponibilité à écouter les cas particuliers dans lequel vous vous trouvez dans une stratégie combinée SAP et Microsoft, on peut vous aider davantage. La dernière question, avant de terminer, nous avons un peu dépassé le temps, évidemment, c'est comment SAMCO mesure-t-il l'utilisation à travers les types de licences? C'est une très bonne question, évidemment. La réponse est que l'utilisation est définie par les transactions exécutées dans le système. Et chaque utilisateur aura des journaux de transactions. Désormais, pour un type de licence donnée, la définition du contrat dira ce qu'un utilisateur peut et ne peut pas faire. Vous pouvez donc réellement associer une définition des licences à une utilisation transactionnelle dans le système. Ainsi, ce que fait SAMCO, notre outil, c'est qu'il dispose de modèles standards pour mesurer différents types d'utilisateurs
dans le système SAP. Mais si le contrat d'un client s'écarte de la définition standard, nous pouvons le personnaliser, c'est-à-dire nous pouvons personnaliser l'outil SAMQ en incluant ou en excluant diverses transactions différentes de l'analyse. Ainsi, notre outil examine presque tous les systèmes et tous les utilisateurs, ce que font les utilisateurs, quelles transactions ils exécutent, et il met cela en corrélation avec les ensembles de règles définies pour chaque type de licence différente. Puis, il peut déterminer automatiquement comment cet utilisateur doit être licencié. Il est important de noter qu'avec SAMQ, vous pouvez basculer entre l'utilisation transactionnelle et les rôles autorisations attribués. Vous pouvez choisir les principes sur lesquels vous souhaitez octroyer une licence aux utilisateurs. Ce n'est donc ni ici ni là. Il est probablement plus coûteux en fait d'obtenir une licence via des rôles attribués, car les utilisateurs ont normalement des rôles dépassant ceux dont ils réellement ont besoin. Mais oui, c'est comme ça que SAMQ procède. Les deux options sont disponibles. Certaines personnes disent merci, j'apprécie beaucoup cela, d'autres demandent des démos. Donc oui, nous pouvons fournir certainement des démos et nous vous contacterons après les webinaires, nous pourrons organiser de telles choses en quelque sorte. Donc encore une fois, merci. Nous avons ultérieurement examiné la liste des questions s'il y a quelqu'un que nous n'avons pas eu le temps de couvrir. Ça a été un grand plaisir de discuter avec vous aujourd'hui, ou pour le moment de vous présenter notre sujet. Le message important est celui-ci: ne laissez pas SAP gérer vos processus de gestion de licence. Prenez la commande, prenez la leadership avec une gestion professionnelle que vous pouvez certainement mettre en place à l'interne de votre organisation et, cas échéant, vous appuyez sur le marché avec des acteurs comme nous ou comme des autres qui ont des services et des outils, bien sûr, à considérer sur ce point de vue. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire et potentiellement les précédents webinaires de Vocus Labs en anglais. Merci d'avoir participé. J'espère que nous avons donné quelques bons aperçus sur la façon de mener ces examens internes de licence. Et nous restons à votre complète disposition. Bien sûr, nous allons répondre à votre ultérieure question ou interpellation pour vous supporter à bien mener votre processus de révision interne des contrats. Merci et je vous souhaite une bonne continuation de journée dans l'attente de vous revoir dans des autres webinaires Vocus Labs ou dans des interactions 1-1. Merci et bonne soirée. Au revoir.